Alors, le marché, on entend souvent que c'est la solution miracle, n'est-ce pas? L'offre rencontre la demande et paf, tout s'équilibre comme par magie. C'est la fameuse main invisible. Sauf que, parfois, cette main invisible, elle dérape. Elle a, comme on dit, un trou dans la raquette. C'est exactement ça, une défaillance de marché. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On s'est tous déjà posé ce genre de questions, pas vrai? Pourquoi est-ce que les gouvernements taxent les cigarettes, mais à l'inverse, subventionnent la recherche? Ou encore, pourquoi tout le monde paye pour la défense nationale, même ceux qui n'ont, disons, aucune envie de l'utiliser? Si le marché était si parfait, on n'aurait même pas besoin de se poser la question. Chacun de ces exemples, en fait, c'est une petite fissure dans le système. C'est un moment où la somme des intérêts individuels ne crée pas le meilleur résultat pour tout le monde. Et c'est là que ça devient intéressant. Bon, alors, allons-y. C'est quoi, concrètement, un marché qui se trompe ou qui est défaillant? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà la définition un peu formelle, c'est une situation où le marché, si on le laisse faire tout seul, n'arrive pas à répartir les ressources de la meilleure façon possible. Résultat, une perte de valeur pour la société. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Imaginez une usine qui cartonne, elle fabrique un produit super demandé, tout va bien pour elle, pour ses employés, pour ses clients. Mais cette usine rejette ses déchets dans la rivière d'à côté. Le coût de cette pollution, la santé des habitants, l'écosystème détruit, ce coût n'apparaît nulle part dans les calculs de l'usine. Le marché ici a échoué. Il a produit trop de pollution par rapport à ce qui serait bon pour l'ensemble de la collectivité. Cette image, elle est parfaite pour ça. L'objectif, le centre de la cible, c'est le bien-être de la société. Dans un monde idéal, toutes les flèches, c'est-à-dire toutes les décisions économiques, iraient droit au but. Mais quand le marché est défaillant, c'est comme si le vent soufflait de travers. Chaque décision individuelle semble logique, mais au final, on rate la cible collective. Allez, premier grand problème, les effets secondaires cachés. C'est un peu comme les dommages collatéraux ou à l'inverse, les bonus surprises d'une action économique. En économie, on a un mot pour ça, les externalités. Alors une externalité, c'est quand une transaction entre deux personnes a un impact, positif ou négatif, sur une troisième personne qui n'a rien demandé. Et le point crucial, c'est qu'il n'y a aucune compensation financière. Le bruit de l'usine qui dérange tout le quartier, personne ne paye le quartier pour ça. A l'inverse, si votre voisin a un jardin magnifique qui embellit toute la rue, vous n'allez pas lui donner de l'argent pour ça. Ces effets, ils existent, ils sont bien réels, mais ils sont complètement en dehors du système de prix du marché. On a donc deux cas de figure. D'un côté, l'externalité négative. L'exemple classique, c'est l'usine qui pollue. Elle impose un coût à la société, un coût qu'elle ne paye pas. Le marché, du coup, va produire trop de pollution. De l'autre côté, on a l'externalité positive. Imaginez une entreprise qui fait de la recherche et trouve une nouvelle technologie. Ça va profiter à plein d'autres entreprises, à toute la société. Mais elle ne sera pas payée pour tous ses bénéfices. Du coup, le marché va avoir tendance à sous-produire ce genre de choses. Il n'y a pas assez d'incitation à innover. Passons au deuxième grand problème. En économie comme ailleurs, l'information, c'est le nerf de la guerre. Mais que se passe-t-il quand le jeu est truqué? Quand une personne dans un échange en sait beaucoup, beaucoup plus que l'autre? C'est ça le fossé de la connaissance, ou ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. En théorie, pour qu'un marché soit efficace, tout le monde devrait avoir la même information. Mais on sait bien que dans la vraie vie, c'est quasi jamais le cas. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'achat d'une voiture d'occasion. Le vendeur, lui, il la connaît par cœur, sa voiture. Il sait si le moteur fait un bruit bizarre le mardi matin. L'acheteur, lui, il n'en a aucune idée. C'est ça l'asymétrie d'information. Et ça peut vraiment fausser le jeu. Et ce déséquilibre, il mène à deux gros risques. Le premier, c'est ce qu'on appelle la sélection adverse. Pour faire simple, c'est le problème avant de signer. Sur le marché des voitures d'occasion, par exemple, comme les acheteurs ont peur de tomber sur une mauvaise voiture, ils ne sont pas prêts à payer très cher. Du coup, les gens qui ont de bonnes voitures à vendre se disent « ça ne vaut pas le coup » et ils se retirent du marché. Au final, il ne reste que les voitures les plus douteuses. Le deuxième risque, c'est l'aléa moral. Là, le problème se situe après la signature du contrat. Regardez ce funambule. Sans filet de sécurité, il va être hyper prudent, chaque pas est calculé. Maintenant, mettez un filet en dessous. D'un coup, il se sent plus en sécurité et il va peut-être tenter une figure un peu folle qu'il n'aurait jamais osé avant. C'est exactement ça, l'aléa moral. C'est quand le fait d'être protégé contre un risque change notre comportement. Une fois qu'on est assuré de tout risque, on va peut-être se garer dans un quartier un peu moins sûr, en se disant « au pire, je suis assuré ». Le risque n'a pas disparu. Il a juste été transféré à l'assureur. Allez, troisième et dernier grand type de défaillance. Celui-ci, il ne vient pas d'un effet caché ou d'une information secrète. Non, il vient de la nature même de certains biens et services.
Des choses dont on profite tous, mais que, bizarrement, personne n'est vraiment prêt à payer de sa poche. C'est le fameux problème du passager clandestin. Pour bien comprendre, il faut classer les biens. C'est simple, on se pose juste 2 questions. Première question, est-ce que si j'utilise ce bien, quelqu'un d'autre ne peut plus l'utiliser en même temps? Ça, c'est la rivalité. Un croissant, c'est rival. Si je le mange, personne d'autre ne peut le manger. Deuxième question, est-ce qu'on peut m'empêcher d'utiliser ce bien si je ne paye pas? Ça, c'est l'exclusion. Une place de cinéma, c'est exclusif. Pas de ticket, pas de film. Et là où ça coince, c'est pour les biens qui sont en bas à droite, ceux qui ne sont ni rivaux ni exclusifs. L'exemple parfait, la Défense nationale ou un phare en bord de mer. Et là, le marché jette l'éponge. Franchement, quelle entreprise privée construirait un phare? Comment faire payer chaque bateau qui utilise sa lumière? C'est impossible. Donc chaque capitaine de bateau va se dire « Super, il y a de la lumière, je vais en profiter et j'espère bien que c'est un autre qui a payé pour. » Si tout le monde raisonne comme ça, eh bien personne ne paye et le phare n'est jamais construit. C'est ça le comportement de passager clandestin. Profiter d'un service sans y contribuer, en espérant que les autres le feront. Donc voilà, on a nos 3 grands problèmes, les externalités, l'information asymétrique et les passagers clandestins. Face à ça, le marché est un peu coincé. Et c'est là, en général, que l'État décide d'intervenir pour essayer de corriger le tir. Alors, comment l'État s'y prend? Pour le problème de la pollution, la solution, c'est de forcer l'entreprise à intégrer ce coût dans ses comptes. En gros, l'État lui envoie la facture de la pollution. C'est le principe du pollueur-payeur. Ça peut être une taxe, une réglementation stricte. L'idée, c'est de rendre le coût de la pollution bien réel pour l'entreprise. Et là, comme par magie, elle se met à chercher des solutions pour polluer moins parce que ça lui coûte de l'argent. Pour le problème de l'information, l'État va jouer un peu le rôle de l'arbitre. Son but, c'est de rendre le jeu plus juste, plus transparent. Comment? En imposant des règles. Le contrôle technique obligatoire avant de vendre une voiture, c'est typiquement ça. Ou les labels sur les produits alimentaires. L'idée, c'est de donner à la partie la moins informée les moyens de prendre une bonne décision, de rééquilibrer un peu la balance. Et pour nos biens publics, comme notre fameux phare, là, la solution est encore plus directe. Puisque le marché ne veut pas ou ne peut pas le faire, eh bien c'est l'État qui s'en charge. Il construit le phare, il assure l'éclairage dans les rues, il organise la défense du pays. Et il finance tout ça comment? Avec les impôts. Tout le monde contribue, et comme ça, plus de passagers clandestins, problème réglé. On pourrait s'arrêter là et se dire « Super, le marché a des problèmes, mais l'État a les solutions. » Sauf que ce serait un peu trop simple. L'histoire n'est pas finie, parce que si le marché peut échouer, l'État, lui aussi, peut se tromper. Et c'est là toute la complexité. Est-ce que le remède n'est pas parfois pire que le mal? L'intervention de l'État, est-ce que c'est vraiment toujours la solution parfaite? Eh bien non, l'État aussi a ses propres défaillances. Par exemple, une politique peut être mal conçue, une taxe mal calculée, et au final, ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Il y a aussi l'influence des groupes de pression, les lobbies, qui peuvent pousser des réglementations qui les arrangent eux, et pas l'intérêt général. Et puis, il faut être honnête, il y a la lourdeur administrative, les décisions politiques qui prennent des années. Tout ça peut rendre l'action de l'État assez inefficace. Cette phrase résume tout, en fait. Oui, les marchés ont des ratés et l'État essaie de les corriger. Mais cet outil, l'État, n'est pas parfait non plus. On est donc toujours en train de jongler entre 2 systèmes imparfaits en cherchant le moins mauvais des 2. Au final, on se rend compte que la vraie question, ce n'est pas de choisir entre tout marché ou tout État. C'est beaucoup plus subtil. La vraie question, c'est où placer le curseur. Comment trouver le bon équilibre entre laisser faire le marché et le réguler? Il n'y a pas de réponse simple, pas de recette magique. C'est un débat sans fin, qui est au cœur même de la manière dont on organise nos sociétés. Et c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.